On dit souvent que les vieux se lèvent tôt parce qu'ils n'ont plus de raison de traîner au lit. Moi, je me réveille tôt parce que mon corps me rappelle, à chaque craquement, que je suis encore là. Et parce que, ce matin-là, je savais que la journée serait longue. Je m'appelle Henri, j'ai 81 ans, et ce jour-là, j'étais assis côté passager dans la Clio grise de mon fils, devant le centre médical Saint-Antoine, en périphérie de Lyon. La voiture était encore allumée, moteur qui ronronne, chauffage à peine tiède, essuie-glace qui grinçait de temps en temps pour enlever une pluie fine qui ne savait pas si elle voulait tomber ou s'évaporer. À côté de moi, Daniel tapotait le volant du bout des doigts, comme si chaque seconde qu'il passait avec moi lui coûtait quelque chose de précieux. On est en retard là, hein, papa, tu le sais, grogna-t-il, alors qu'il était 8h42 pour un rendez-vous à 9h. Je regardais l'horloge. On a encore du temps, tu sais. Ils ont toujours du retard dans ces centres. Oui, ben, ce serait bien qu'on ne commence pas nous aussi à en avoir du retard, répondit-il en soufflant par le nez. Je ne dis rien. Il était déjà tendu, inutile d'en rajouter. Je tenais sur mes genoux la convocation imprimée, les ordonnances, mon carnet de santé usé et un dossier Kraft plus ancien, plus lourd, que je n'avais pas encore montré à Daniel. Un dossier qui allait lui faire comprendre qu'il n'était pas le seul à avoir une vie à gérer. Tu as pris ta carte vitale demanda-t-il brusquement. Je la sortis de ma poche, dans son vieux porte-carte en cuir un peu élimé. Oui, elle est là. Et ta mutuelle? Il tendit la main, nerveux. Je la sortis aussi, mais pas celle qu'il croyait. Je lui donnai la petite carte verte de la mutuelle basique qu'il connaissait. L'autre, la carte bleue nuit de ma complémentaire haut de gamme, resta au fond du dossier Kraft, bien à plat contre les papiers. Laisse-moi voir, marmonna-t-il, en vérifiant les dates, comme si j'étais un enfant qui ne savait plus lire. Bon, viens, on y va parce que je dois être au bureau pour midi. Il coupa le moteur, sortit de la voiture en claquant la portière un peu plus fort que nécessaire. Je mis un peu plus de temps, calculant chaque mouvement pour ménager mon genou droit qui avait décidé depuis quelques années de vivre sa propre vie. Quand je mis enfin le pied au sol, Daniel était déjà sur le trottoir, téléphone à la main, en train de répondre à un mail. Allez, papa, on ne va pas y passer la journée, hein? Bouge-toi! Je le rejoignis à petits pas. La façade du centre médical Saint-Antoine était banale, un mélange de béton et de verre, un panneau bleu avec le logo de l'assurance maladie et une affiche défraîchie sur la grippe saisonnière. Il y avait un couple âgé devant nous, une jeune femme avec un bébé dans une poussette et un homme en costume qui jetait des coups d'œil furieux à sa montre. À l'intérieur, l'odeur était celle de tous les lieux médicaux de France, un mélange de gel hydroalcoolique, de café tiède et de désinfectants bon marché. Derrière le comptoir, une secrétaire blonde au chignon serré tapait sur son clavier. Bonjour, dit-elle avec un sourire professionnel. Vous avez rendez-vous? J'ouvris la bouche, mais la voix de Daniel coupa la mienne comme un couteau. Oui, Henri Martin, 9h avec le docteur Lefebvre. Elle tapota sur son clavier. Très bien, carte vitale et mutuelle, s'il vous plaît. Je tendis les cartes, mais Daniel les attrapa au vol pour les lui donner lui-même, comme on tend des papiers pour une personne sous tutelle. Il a changé de traitement récemment, hein, ajouta-t-il, et il oublie de prendre certains médicaments, alors il faut vérifier. Je sentis le regard de la secrétaire glisser vers moi un instant, puis revenir sur l'écran. Un regard compatissant, la petite pitié polie qu'on sert avec le sourire. D'accord, dit-elle, vous pouvez vous installer en salle d'attente, on viendra vous chercher. Daniel se tourna vers moi. Viens. Les chaises en plastique alignées contre le mur étaient du genre à supporter des décennies de patients sans jamais offrir le moindre confort. Une télé accrochée en hauteur faisait défiler un reportage sur les bienfaits de la marche nordique chez les seniors. Ironique. Je m'assis en silence. Daniel prit la place à côté de moi, mais pas tout de suite. D'abord, il resta debout quelques secondes, comme s'il hésitait à s'asseoir vraiment, comme si ce simple geste l'engageait plus qu'il ne le voulait. Tu as bien dormi demandai-je pour rompre le silence. Pas vraiment, répondit-il sans me regarder, les yeux rivés sur son téléphone. Réunion avec les Allemands cet après-midi, dossier en retard. Et toi, tu n'es pas obligé de prendre rendez-vous tous les 4 matins, hein? Ce n'est pas moi qui décide des prises de sang, dis-je calmement, c'est ton fameux docteur. Il eut un petit rire sans joie. Mon fameux docteur, oui. Tu as de la chance qu'il te prenne encore, avec tous les vieux qui veulent un généraliste dans le coin. Il avait raison sur un point. Trouver un médecin traitant maintenant, c'était presque comme gagner au loto. Sauf que, dans mon cas, ce n'était pas grâce à Daniel. Je regardais l'écran au mur où un animateur sportif montrait comment lever les genoux en rythme dans un parc.
Je me souviens des footings que je faisais autrefois sur les quais de Saône, quand Daniel n'était qu'un adolescent grognant qui traînait les pieds, mais finissait toujours par me suivre. Casque sur les oreilles, musique trop forte. Une infirmière apparut à l'entrée de la salle d'attente, un dossier à la main. Monsieur Henri Martin. Je commençais à me lever, lentement, mais Daniel fut déjà debout. Oui, c'est lui, dit-il en montrant sa main comme s'il se dénonçait à la maîtresse. Je viens avec lui. Elle sourit. Bien sûr, suivez-moi. Le couloir sentait le désinfectant et la peinture fraîche. Les portes fermées avec ses petits panneaux blancs, Docteur Lefebvre, cardiologie, diététicienne. On m'installa dans un petit box de pré-consultation. L'infirmière me demanda de m'asseoir sur une chaise, prit ma tension, ma saturation, ma température. « Vous prenez toujours les mêmes médicaments, monsieur Martin ?» demanda-t-elle. Je commençai à répondre. « Alors, le soir, je prends… » « Oui, il a un anticoagulant, un truc pour la tension, le cholestérol et un somnifère, » enchaîna Daniel, sans ne laisser terminer. « Mais parfois, il se trompe de boîte, donc il faut vérifier. » L'infirmière posa son regard sur moi, comme pour chercher la vérité dans mes yeux. « C'est parfois un peu compliqué, » concédai-je, même si ce n'était pas ce qu'il venait de dire. Mais je m'en sors. Elle prit des notes, professionnelles, neutres. « Et au niveau de la douleur ?»« Les genoux surtout, » répondis-je, « et le dos le matin. » « Il ne peut plus porter les courses, » ajouta Daniel. « De toute façon, il ne sort presque plus, hein, papa ?» Je serrai la mâchoire. Je sortais moins, oui. Pas parce que je ne le voulais plus, parce qu'à force d'entendre qu'on est un poids, qu'on ralentit tout, on finit par rester assis. L'infirmière annonça que le docteur avait pris un peu de retard. Je vis la mâchoire de Daniel se tendre. « Combien de retard ?» demanda-t-il. « Oh, une quinzaine de minutes, pas plus. Il a été retenu avec une urgence. » Il leva les yeux au ciel. « Super, évidemment. » « Daniel, murmurai-je, ce n'est pas grave, on a l'habitude, non ? » « Toi peut-être, lâcha-t-il. Moi j'ai un boulot, des responsabilités. Je ne peux pas passer ma vie dans des salles d'attente. » L'infirmière eut ce petit sourire gêné des gens qui n'ont pas envie de s'en mêler. « Je vous laisse vous installer, le docteur arrive dès qu'il peut. » Elle referma la porte derrière elle. Le silence retomba, seulement troublé par un bruit lointain de pas et le bip d'un moniteur médical quelque part dans un autre box. Daniel se mit à marcher en long et en large, son téléphone dans une main, ses clés dans l'autre. « Tu ne peux pas venir tout seul, lâcha-t-il finalement. Tu es encore capable de prendre un tram, non ?»« C'est toi qui m'as proposé de venir, » répondis-je doucement. « Oui, parce que sinon tu te trompes de jour, de médecin ou d'adresse, et après c'est sur moi que ça retombe. » Je le regardais marcher, les épaules tendues, le front plissé. C'était le même garçon qui autrefois rentrait en claquant la porte parce qu'il avait eu 8 au contrôle de maths. Le même qui, à 20 ans, m'avait demandé un prêt pour son premier appartement, la voix tremblante, les yeux humides, parce qu'il avait honte d'avouer qu'il n'arrivait pas à joindre les deux bouts. Mais ce n'était plus le même ton. La tendresse s'était diluée dans l'impatience. Le temps passa. 5 minutes, 10, 15. Je sentis Daniel bouillir. « C'est bon, j'en ai marre, soupira-t-il. Il exagère, toujours des retards, c'est pas possible. » « C'est un médecin, dis-je, il fait ce qu'il peut. » « Oui, ben moi aussi je fais ce que je peux, mais j'ai des clients qui m'attendent, pas des vieux magazines Voici. » Je me raidis un peu. Il continuait sans me regarder. « Franchement, papa, c'est tout le temps pareil. C'est les prises de sang, les radios, les scanners, les ordonnances. Je passe ma vie à t'emmener, à t'attendre. Je suis crevé, je ne peux plus là. » « Je n'ai jamais demandé tout ça, » murmurai-je. Il se tourna vers moi cette fois. Ses yeux lançaient des éclairs de fatigue, de rancœur, de tout ce qu'il n'avait jamais su gérer autrement que par le reproche. « Mais qui est-ce qui doit gérer derrière, hein? Toi, tu t'assois, tu attends, tu te plains de ton genou. Moi, je m'occupe des papiers, des dossiers, des trajets, des congés posés, des coups de fil, des trucs avec la sécu. Je suis épuisé, papa. Tu comprends ça? Tu deviens un poids ?» Le mot tomba dans la petite pièce comme une pierre dans une bassine. Un poids. Il l'avait dit, sans détour, sans gêne, sans même s'en rendre compte, je crois. Quelque chose en moi se replia. Pas mon amour, pas ma patience, mais une illusion. Je baissai les yeux sur mes mains, ces mains qui l'avaient porté enfant, qui avaient serré les petites siennes pour traverser la rue, qui avaient signé des chèques, rempli des papiers, payé des cantines. Aujourd'hui, ses mains tremblaient légèrement, veines saillantes, peau fine.
Il ne voyait plus que ça, la fragilité. Jamais la route qui m'avait mené là. « Si tu veux y aller, va-t'en, dis-je doucement. Je trouverai un moyen de rentrer. » Je ne pensais pas qu'il le ferait vraiment, pas mon fils, pas ce garçon que j'avais vu pleurer dans mes bras le jour où sa mère est morte, pas ce jeune homme qui autrefois revenait me voir tous les dimanches avec une baguette et des croissants. Mais il rangea son téléphone dans sa poche. « Tu sais quoi? Oui, je vais y aller. Je peux pas rester là. Je suis désolé, mais j'ai une vie, moi. » Il ouvrit la porte du box, sans un regard derrière lui. « Tu diras au docteur de m'appeler, hein » lança-t-il par-dessus son épaule, « qu'on fasse ça proprement. » Puis il disparut dans le couloir. J'entendis ses pas s'éloigner, le bruit de ses semelles sur le lino, le grondement sourd de la porte vitrée de l'entrée. Puis plus rien. Le silence, très dense. Je restais assis, les mains posées sur mes cuisses, les yeux fixés sur le sol. Je crus un instant que mon cœur allait s'arrêter, pas de maladie, mais de quelque chose de plus profond. L'abandon à 81 ans n'a rien à voir avec celui d'un enfant. Cela ne fait pas plus mal, c'est juste plus humiliant. L'infirmière revint quelques minutes plus tard, dossier à la main. « Alors, monsieur Martin, le docteur va… » Elle s'interrompit. Elle regarda autour de moi. « Votre fils n'est plus là ?» Je pris un instant pour répondre, le temps de recoller ma voix à ma gorge. « Non, dis-je doucement. Il avait du travail. » Je vis dans ses yeux qu'elle avait entendu bien plus que ça, qu'elle avait peut-être surpris la scène ou au moins l'écho des mots. Un poids. Elle hésita, puis vint s'asseoir à côté de moi sur la petite chaise en plastique trop étroite pour deux. « Est-ce que vous avez quelqu'un d'autre qui peut venir vous chercher après la consultation ?» demanda-t-elle doucement. Je secouai la tête. Non. Ce n'était pas entièrement vrai. J'avais des connaissances, une voisine gentille, un ancien collègue qui m'appelait encore de temps en temps. Mais ce n'est pas pareil. On n'appelle pas un ancien collègue pour venir vous chercher à la sortie d'un examen médical où votre fils vous a laissé tomber. Elle réfléchit un instant. « On pourra vous commander un taxi conventionné si besoin, dit-elle, ou un VSL. Ne vous inquiétez pas, on ne vous laissera pas seul. » Je lui adressai un petit sourire. « Vous êtes gentille, mademoiselle. »« Inès, répondit-elle, mais ici tout le monde m'appelle l'infirmière qui court partout. » Je souris vraiment cette fois. Ça ne guérit pas, mais ça soulage. Merci Inès. Le docteur Lefebvre entra peu après, blouse blanche ouverte sur une chemise froissée, cheveux un peu ébourfifés, comme tous les généralistes qui font de vraies journées. Il avait ce regard fatigué, mais vivant, de ceux qui ont vu trop de choses et continuent pourtant. « Bonjour, monsieur Martin », lança-t-il avec un sourire. « Excusez-moi pour le retard, une urgence aux urgences de ville, comme d'habitude. »« Je comprends », répondis-je. « Les gens ne choisissent pas quand ils tombent malades. » Il leva les yeux de son dossier, surpris, puis sourit encore. « Votre fils n'est pas avec vous » demanda-t-il en regardant derrière moi. « Non » dis-je, « il a dû partir. » Je ne m'étendis pas. Je n'avais pas envie de raconter la scène. Pas encore. Pas à lui. Pas alors que j'essayais de rassembler les morceaux de ma fierté. Il commença l'examen, minutieux, consciencieux. Écoute du cœur, des poumons, pression artérielle, quelques questions sur mes douleurs, mes vertiges, mon sommeil. « Vous avez fait le scanner la semaine dernière » demanda-t-il. « Oui. » Je l'ai reçu. Rien d'alarme, mais il faut surveiller vos reins et votre cœur plus régulièrement. À votre âge, ce n'est pas dramatique, mais ce n'est pas négligeable. Il s'interrompit, tapotant son stylo contre le dossier. Il faudrait qu'on programme des bilans plus fréquents, des visites d'infirmières à domicile, peut-être un peu de kiné. Il y a des dispositifs d'aide, mais… Il se pencha légèrement. « Votre fils est votre aidant principal, n'est-ce pas ?» Le mot « aidant » résonna bizarrement dans ma tête. Officiellement, peut-être. En pratique, c'était surtout le gardien de ma dépendance. « Je vis chez lui pour le moment, répondis-je. Alors oui, je suppose. Il est d'accord pour s'impliquer dans votre suivi parce que tout cela demande un peu d'organisation. » Je pris une inspiration un peu plus profonde. Voilà, on y était. Je sentis mon cœur battre plus fort dans mes oreilles. Pas de peur médicale, de peur humaine. « Docteur, dis-je lentement, j'aimerais vous parler de manière un peu plus personnelle. » Il posa son stylo, referma légèrement le dossier, comme on baisse le volume avant d'écouter un morceau important. « Je vous écoute, monsieur Martin. » Je marquai une pause, puis une autre.
Les mots avaient besoin de sortir proprement. « Mon fils m'a laissé ici, tout à l'heure, dis-je finalement. Il m'a dit que je devenais un poids. » Je prononçais ce mot comme on retire une écharde du doigt, avec précaution, mais avec la certitude que ça piquera. Le docteur ne réagit pas tout de suite. Son regard se fit simplement plus attentif, plus dense. « Je suis désolé d'entendre ça, dit-il enfin. Malheureusement, ce n'est pas rare. » « Je sais, répondis-je. Je ne veux pas vous faire perdre votre temps avec mes histoires de famille. Mais ce que vous disiez tout à l'heure sur l'organisation, les aidants, tout ça, je voudrais que vous sachiez une chose. » Je fis glisser ma main dans mon sac jusqu'au dossier Kraft que je gardais toujours au plus près. Jusqu'ici, j'ai laissé croire à tout le monde que je vivais au minimum. Une petite retraite, la sécu, une mutuelle basique, la dépendance habituelle d'un vieux. Je sortis le dossier et le posa sur le bureau. Il était abîmé sur les bords, un peu jauni, couvert de petites marques de stylo. Des années de secrets. Mais ce n'est pas tout à fait vrai, ajoutai-je calmement. Les yeux du docteur passèrent du dossier à mon visage. « Qu'est-ce que c'est ?»« Ma vraie couverture, dis-je. Mon autre mutuelle, celle dont je n'ai jamais parlé à mon fils. » Je fis glisser le dossier vers lui. Il hésita une seconde par respect, puis l'ouvrit. Les premières pages étaient des lettres de mon ancien employeur, une grosse entreprise de métallurgie qui avait été rachetée il y a longtemps. Un plan de départ anticipé, une assurance santé haut de gamme, une prévoyance pour les cadres supérieurs, à l'époque où ce mot voulait encore dire quelque chose. Son regard accrocha les mots importants. Prise en charge intégrale, soins à domicile, établissement spécialisé conventionné, assistance 24h/24. Il feuilleta, plus vite, puis plus lentement, ses sourcils se haussant peu à peu. « Monsieur Martin, dit-il enfin incrédule, vous avez une complémentaire exceptionnelle. » « C'est ce qu'il m'avait vendu, oui, répondis-je avec un petit sourire. À l'époque, je n'y croyais pas trop, c'était juste des mots sur un papier. Il reprit. Ça prend en charge l'infirmière à domicile, le kiné, les transports sanitaires, les consultations spécialisées et même des séjours en résidence senior médicalisée de haut niveau, sans reste à charge significatif pour vous. C'est pour ça que je l'ai gardé, dis-je, même quand les cotisations augmentaient. J'ai serré la ceinture sur le reste. Il releva les yeux vers moi. « Votre fils est au courant ?»« Non, et j'aimerais que ça reste entre nous pour le moment. » Le docteur se cala dans son fauteuil, croisa les mains devant lui. « Puis-je vous demander pourquoi vous avez choisi de ne pas lui en parler ?» Je posai mes mains sur mes genoux. Elles tremblaient un peu, mais pas autant qu'avant. « Parce que j'avais besoin de savoir comment il me voyait sans ça, répondis-je. Est-ce qu'il me voyait comme son père ou comme un dossier à gérer pour ne pas perdre d'argent ?» Je laissai un silence s'installer. « Pendant des années, il a été attentionné, repris-je. Puis, à mesure que j'avais besoin de plus d'aide, quelque chose a changé. Les soupirs, les regards à la montre, les petits reproches, et finalement les mots. Un poids. Quand on dépend financièrement de quelqu'un, on sait rarement s'il vous supporte par amour ou par obligation. Moi, je voulais savoir. » Le docteur resta un moment silencieux. Il n'écrivait plus, il ne jouait plus avec son stylo. Il écoutait vraiment. « Et maintenant que vous savez ?» demanda-t-il doucement. « Maintenant, dis-je, je veux reprendre ma vie en main, sans lui faire porter ce qu'il n'est plus capable de porter, sans me laisser traiter comme un sac de course qu'on dépose dans un coin quand on n'a plus le temps. » Je relevai les yeux vers lui. Il avait ce regard qu'on voit parfois chez les vrais soignants, un mélange de tristesse, de respect et d'un certain soulagement de voir qu'un patient ne baisse pas complètement les bras. « Est-ce que vous pouvez organiser les soins directement avec moi ?» demandai-je. « Infirmière, kiné, transport, tout ce qu'il faut, sans passer par mon fils. » Il hocha la tête lentement. « Oui, répondit-il, votre couverture le permet, et votre capacité à comprendre et à décider aussi. » Une chaleur discrète se répandit dans ma poitrine. Pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas l'impression qu'on me parlait comme à un enfant. « Alors, faisons comme ça. » dis-je. Il rouvrit le dossier, prit des notes, remplit des formulaires. « Je peux demander à ce qu'une infirmière spécialisée vienne vous voir à domicile dès cette semaine, dit-il. Elle évaluera vos besoins, adaptera les soins et on programmera les transports pour vos prochains examens. Vous n'aurez plus besoin de dépendre des disponibilités de votre fils pour vos rendez-vous. » Je laissais ces mots se déposer doucement.
Ne plus dépendre, ne plus devoir négocier chaque passage chez le médecin comme un service qu'on quémande. « Ça me va », dis-je. Il imprima quelques documents, les glissa dans une pochette. « Je vais aussi organiser une visite à domicile pour que nous parlions de vos directives médicales », ajouta-t-il. « Vous avez le droit de décider à l'avance ce que vous souhaitez, comment vous souhaitez vivre les années qui viennent. Et vu votre contrat, vous avez des options que beaucoup n'ont pas. » Je hochai la tête. La notion de directive me faisait un peu peur, mais bien moins que celle de rester piégé dans une situation où je n'étais plus qu'un poids. Il se leva, me tendit la main. « Monsieur Martin, dit-il, je suis désolé pour ce que vous avez vécu ce matin, mais je suis très heureux que vous m'ayez montré ce dossier aujourd'hui. Ça change tout. » Je serrai sa main. Elle était chaude, ferme. « Ça change tout pour moi aussi, » répondis-je, « et ce n'est que le début. » Inès revint me chercher pour m'accompagner vers la sortie. Pendant qu'elle appelait un taxi conventionné, je m'assis un moment dans le hall, regardant les va-et-vient. Un jeune homme accompagnait sa grand-mère en fauteuil roulant, lui tenant la main. Une mère tenait son garçon de 7 ans qui avait peur des prises de sang. Un vieux monsieur discutait avec un médecin, avec un mélange de respect et de familiarité. Dans tout ce mouvement, je me sentais soudain moins seul. Le taxi arriva, une petite berline blanche avec le logo bleu sur la porte. Le chauffeur descendit aussitôt. « Monsieur Martin ? » ?»« C'est moi. » Il m'ouvrit la porte avec précaution. « On vous ramène où ?» Je donnai l'adresse de la maison de Daniel. Sur le chemin du retour, Lyon défilait derrière les vitres, les boulangeries déjà dévalisées, les lycéens traînant leurs sacs, un homme sur une terrasse de café, cigarette à la main, discutant avec un ami. Une ville comme tant d'autres, avec des vieux comme moi, partout, invisibles, sauf quand ils gênent. Je caressais du bout des doigts le dossier Kraft sur mes genoux. J'avais passé des années à me faire tout petit pour ne pas peser sur la vie de mon fils. Ce matin-là, j'avais compris autre chose. Se faire petit ne supprime pas le poids, il le rend juste plus facile à poser dans un coin. À l'arrivée, le taxi s'arrêta devant le pavillon de Daniel, avec sa haie de laurier mal taillée et sa boîte aux lettres bancale. « Ça ira pour descendre ?» demanda le chauffeur. « Oui, merci. » Je payais, avec cette étrange satisfaction de régler moi-même quelque chose qui d'habitude passait par Daniel. Je restai quelques secondes sur le trottoir, regardant la porte d'entrée. Je savais que je n'allais pas seulement franchir la porte d'une maison, j'allais franchir un seuil invisible, celui qui sépare le vieux père dépendant du vieil homme qui se relève doucement. Je pris une inspiration, montai les 3 marches et introduisis la clé dans la serrure. Le cliquetis résonna dans l'entrée vide. Daniel n'était pas là. Juste son manteau accroché, les chaussures de ses enfants en vrac et l'odeur de déodorant bon marché et de repas réchauffés. Je posai le dossier Kraft sur la table de la cuisine, bien en évidence, puis je le changeai d'avis et je le rangeai dans le placard haut, derrière les tasses que personne n'utilisait jamais. Il n'était pas encore temps qu'il le voie, pas tout de suite. D'abord, je voulais qu'il comprenne ce que cela fait vraiment de se rendre compte qu'on a traité comme un poids quelqu'un qui, en réalité, se portait tout seul. Je m'assis à la table, croisant les mains devant moi, regardant la lumière grise glisser sur la nappe en toile cirée. Ce matin-là, dans ce pavillon banal, quelque chose avait commencé à changer. Pas chez Daniel, chez moi. Et je savais déjà que lorsque mon fils découvrirait ce que j'avais vraiment préparé pour ma vieillesse, il ne verrait plus un vieux père fragile assis à sa table. Il verrait l'homme qu'il avait pris pour un fardeau, et qui, silencieusement, avait gardé toutes les cartes en main. Ce n'était que le début. Et la suite allait lui montrer jusqu'où un vieux Français peut aller pour reprendre sa dignité. Quand on t'a traité de poids toute une matinée, tu finis par te demander « Et si je cessais de me laisser porter, pour une fois ?» La réponse était en marche. Elle avait commencé dans un cabinet médical anonyme. Elle allait se poursuivre ici, chez lui, chez moi, pour l'instant encore. Le lendemain matin, je me réveillais avec cette sensation étrange d'avoir dormi d'une traite sans vraiment avoir fermé l'œil. Mon corps, lui, avait reposé, mais ma tête avait passé la nuit à tourner autour des mêmes pensées, comme une vieille trottinette qui fait le tour du même square. Je restai un moment allongé à écouter les bruits de la maison. Le chauffe-eau qui se déclenche, un camion qui passe au loin, un train que l'on devinait sur la ligne pas très loin. Pas de voix, pas de casserole, pas de radio de cuisine.
Daniel ne mettait plus de musique le matin depuis longtemps. Trop de mails, pas assez de chansons. Je me levais prudemment, les pieds à la recherche de mes pantoufles. C'était un de ces matins gris comme la façade d'un immeuble HLM où la lumière a l'air de demander la permission avant de rentrer. Je descendis l'escalier, une main sur la rampe, une autre sur mes lombaires qui protestaient. La cuisine était vide. Sur la table, il y avait juste un bol sale, une cuillère abandonnée et de petites gouttes de café renversées près de la machine. Daniel était déjà parti. Pas de petits mots cette fois. Simplement son absence, lourde comme un silence qu'on n'a pas envie de briser. Je fis couler un café à ma façon, pas la soupe claire qu'il avalait en vitesse. J'ouvris un pot de confiture de Mirabelle que m'avait donné la voisine, Madame Roux, avec ce ton qu'ont les gens qui donnent quelque chose aux vieux, comme on donne à manger à un chat errant, avec gentillesse, mais de loin. Je m'assis à la table, le mug entre les mains. L'odeur du café noir se mêlait à celle du produit vaisselle et de la baguette de la veille, déjà dure. Je regardais le carrelage, les murs, les chaises Ikea que Daniel avait montées un dimanche en pestant contre la notice. « Tu vois, Henri, me dis-je intérieurement, ce n'est pas ta maison, tu t'es juste glissé dedans, comme un meuble de plus. » Le téléphone fixe sonna, ce qui était déjà en soi un événement. Plus personne n'appelle sur un fixe, sauf les centres d'appel et les médecins. Je me levais lentement, décrochais. « Allô ? Monsieur Henri Martin ?» Une voix de femme, douce, professionnelle. « Oui, c'est moi. Bonjour, ici c'est le cabinet du docteur Lefebvre. Je vous appelle pour confirmer la mise en place de vos soins à domicile. » Rien qu'à cette phrase, quelque chose se redressa en moi. Ces mots n'avaient pas été adressés à Daniel, à moi. « Oui, je vous écoute. » « Très bien. Une infirmière libérale, Madame Evelyne Bouchard, passera vous voir demain pour une première visite d'évaluation. Elle viendra en fin de matinée, vers 11 heures. Ça vous convient ? Je souris tout seul, comme un gamin qu'on invite à un goûter. « Parfait, répondis-je, je serai là. » Et pour le transport, à votre prochain rendez-vous cardiologique, nous avons déjà organisé un VSL pour le 12, à 8h30. Le chauffeur viendra vous chercher devant la maison. Tout est pris en charge par votre complémentaire. Je sentis presque mes épaules se détendre. « Merci beaucoup, dis-je, vraiment. » « C'est normal, monsieur. Et le docteur passera chez vous jeudi matin pour vos directives médicales. Il vous en a parlé ? » « Oui, je l'attendrai. »« Parfait. Bonne journée à vous, monsieur Martin. » Je reposais le combiné avec un soin presque solennel. La maison était la même, le carrelage aussi. Pourtant, le sol me semblait un peu moins glissant, comme si je venais de récupérer un appui. Je restais là un moment, debout, au milieu de la cuisine, à écouter le silence. Puis un léger rire m'échappa. « Tu vois, Daniel, pensais-je, je suis peut-être vieux, mais je sais encore passer un coup de fil. » Daniel entra en trombe vers 12h30, comme toujours, pantalon encore froissé de la matinée, cravate desserrée, veste sur l'épaule. « Salut !» lança-t-il en jetant ses clés dans le bol près de la porte. « Désolé, je pouvais pas passer ce matin, j'avais un client chiant comme pas possible. » Je levai les yeux de mon journal. Le Progrès, ouvert devant moi, parlait encore d'un projet de tramway qui ne verrait jamais le jour. « Tu travailles beaucoup, dis-je. Il faut faire attention. »« Oui, merci, je sais, lâcha-t-il en ouvrant le frigo. On a des factures, au cas où tu ne l'aurais pas remarqué. » Il sortit une barquette de pâte industrielle, la jeta dans le micro-ondes, tapa sur les boutons sans vraiment lire. Les bips comblèrent le silence. « Le médecin a appelé, dis-je calmement. »« Je sais, répondit-il sans se retourner. Ils m'ont laissé un message hier. Ils ont dit qu'ils te rappelleraient. Ils ont rappelé ce matin. » Le bruit du micro-ondes se fit plus présent. Il se tourna lentement. « À toi ? » ?»« Oui. » Il me fixa. Et il a dit quoi ? Que l'infirmière va venir demain et que le VSL viendra me chercher pour mon prochain rendez-vous. Quel VSL ? Son ton devenait tendu. C'est quoi encore cette histoire ? Un véhicule sanitaire léger, répondis-je, pour me conduire au cardiologue. Tu n'auras plus besoin de m'emmener. Il me dévisagea, comme si j'avais dit que j'allais m'envoler par la fenêtre. « Et qui paye ça ?» demanda-t-il. Je pris une gorgée de café, même s'il était déjà froid. « Mon assurance. »« La Sécu ne prend pas tout, répliqua-t-il. Et ta mutuelle de base, elle rembourse pas les VSL comme ça. Tu vas te retrouver avec une facture énorme. »« Ce n'est pas cette mutuelle-là. » Il fronça les sourcils. « Comment ça, pas cette mutuelle-là ? Tu n'en as qu'une ?» Je le regardai longuement. « Non, dis-je, j'en ai deux. » Le micro-ondes se mit à biper à répétition. Il l'ignora. «
2? Depuis quand? Depuis très longtemps. Il rit, un rire nerveux, sec. Et tu m'en parles maintenant? Je n'en parlais à personne, jusqu'à hier. Il s'adossa au plan de travail, bras croisés, barquette de pâtes oubliée. Et il a dit quoi, le médecin, exactement? Que j'étais très bien couvert, que je pouvais avoir des soins à domicile, du transport, et même choisir où je veux aller plus tard, si vivre ici devient trop lourd. Sa mâchoire se crispa. « Trop lourd pour qui ?» demanda-t-il. Je pris le temps de répondre. Chaque mot devait aller se poser au bon endroit. « Pour toi, dis-je, et pour moi. » Ce soir-là, l'atmosphère dans la maison était épaisse, comme ces brouillards d'automne qui s'accrochent aux champs. Daniel parlait peu. Il mangea devant BFM TV, le regard accroché aux chiffres rouges défilant en bas de l'écran, plutôt qu'aux mots qu'il aurait fallu dire. Je montais me coucher plus tôt que d'habitude, mais je ne dormis pas tout de suite. À travers la cloison, j'entendais des bribes de sa voix au téléphone. « Mais non, il m'a rien dit, disait-il. Tu te rends compte, il a une super mutuelle là, dont je n'ai jamais entendu parler. Non, je sais pas depuis combien de temps. Oui, je suis en colère. Non, il ne comprend rien. Il ne se rend pas compte du stress que j'ai. Oui, il veut organiser tout par lui-même maintenant. » Une pause, un soupir lourd. Je sais qu'il vieillit, mais moi aussi, je suis à bout. Je m'allongeai sur le dos, les yeux fixés sur le plafond. J'aurais pu pleurer, j'aurais pu crier. Au lieu de ça, je sentis un calme étrange m'envahir. Il avait raison sur un point, il était à bout. Et ce que je préparais allait paradoxalement lui enlever un poids qu'il ne savait pas porter sans blesser. Le lendemain, je mis une chemise propre. Pas celle que je mettais pour les grandes occasions, mais une belle quand même. Une bleu clair que ma petite fille m'avait offerte à Noël, en disant « Comme ça, tu fais moins vieux, papy ». Ça m'avait fait rire. On ne fait jamais moins vieux avec une chemise, on fait juste plus digne. À 11h moins 5, je me postais près de la fenêtre du salon. Daniel était parti, évidemment. Il n'avait pas demandé comment je comptais gérer cette visite. Peut-être pensait-il que, comme d'habitude, ça retomberait sur lui à un moment ou à un autre. Une Clio blanche se gara devant la maison. Une femme en sortit, la cinquantaine bien tenue, cheveux gris ramassés en chignon un peu défait, sac à épaules d'infirmière, chaussures confortables. Elle sonna. J'ouvris avant qu'elle n'ait à attendre. « Bonjour, monsieur Martin. »« C'est moi, dis-je. Vous devez être madame. »« Evelyne, répondit-elle avec un sourire franc. Evelyne Bouchard. Je viens pour la prise en charge à domicile. » Je la fis entrer. Elle regarda la maison du coin de l'œil, habituée, sans juger. La table encombrée, les chaussures d'enfant dans l'entrée, le manteau de Daniel jeté sur une chaise. « On peut s'installer dans le salon, si vous voulez, proposai-je. « Parfait, répondit-elle, c'est chez vous, vous choisissez. » Je ne pus m'empêcher de sourire à ce « chez vous ». C'était encore chez Daniel sur le papier. Mais pendant 1 heure, ce salon allait devenir mon espace. Nous nous assîmes. Elle sortit un dossier, un tensiomètre, un petit stylo. « Bon, on va faire connaissance, dit-elle. Vous m'avez l'air en forme déjà, c'est rassurant. » « Ça dépend des jours, répondis-je. « Ça dépend surtout de comment on vous traite, je parie, lança-t-elle avec un clin d'œil qui me surprit. Je ris doucement. Elle commença ses questions. Médicaments, antécédents, alimentation, sommeil, douleur, équilibre, chutes éventuelles. À chaque fois, je répondais calme, précis. Elle notait, hochait la tête, me faisait préciser certains détails. « Vous vivez ici depuis quand ?» demanda-t-elle. « 3 ans, depuis ma chute après l'hiver 2020. Et avant, vous étiez où? Dans mon appartement, à Villeurbanne. Et pourquoi avoir quitté? » Je pris une inspiration. Mon fils m'a dit que ce serait plus simple pour tout le monde si je venais chez lui. « Plus simple pour tout le monde » répéta-t-elle doucement, sans insister, mais la phrase resta suspendue. Elle prit ma tension. « Vous êtes un peu élevé là » constata-t-elle. « C'est la honte, ça, fis-je, mi-plaisantant, mi-sincère. »« Ce n'est pas la honte, répondit-elle, c'est la fatigue. Les vieux ne sont pas des enfants, ils encaissent, c'est tout. » Ces mots me frappèrent par leur justesse. « Vous avez de la famille proche, continua-t-elle. Mon fils, donc, et 2 petits-enfants. Ils sont souvent là? Les petits, oui, quand ça l'arrange, dis-je, pour les vacances, les week-ends, où il a besoin de souffler un peu. Je les adore, qu'on soit clair, eux n'y sont pour rien. Et lui, demanda-t-elle. Je haussai les épaules. Il est fatigué. Je crois qu'il se voit comme un héros incompris. Elle sourit tristement. C'est fréquent. On présente les aidants comme des saints, mais personne ne leur apprend à ne pas devenir tyranniques. Je la regardais surpris. Vous en voyez souvent des cas comme le mien?
Des Henri, j'en vois tous les jours, répondit-elle. Des Daniel aussi. Certains se rattrapent, d'autres non. Moi, je suis là pour que vous ne disparaissiez pas dans leur fatigue. Cette phrase me toucha plus qu'elle ne l'imaginait. Elle termina son évaluation, referma son dossier. Vous avez une très bonne couverture, dit-elle. On va pouvoir mettre en place des visites régulières, de la kiné à domicile et même de l'aide pour certains gestes si un jour vous en avez besoin. Vous êtes conscient que ce n'est pas la norme, hein? Beaucoup rêveraient d'avoir ce que vous avez. J'en suis conscient, dis-je. C'est pour ça que je veux en faire bon usage. Elle hocha la tête, satisfaite. Très bien. Je reviendrai vendredi pour commencer. En attendant, si vous avez le moindre malaise, vous m'appelez. Vous avez mon numéro. Et si l'ambiance devient trop lourde ici, vous m'appelez aussi. On ne soigne pas que les articulations. Je souris. Merci, Madame Bouchard. Evelyne, corrigea-t-elle. On va se tutoyer bientôt de toute façon. Elle venait de partir quand j'entendis la porte d'entrée s'ouvrir. Daniel rentrait plus tôt que prévu, veste sur l'épaule, visage fermé. « C'était qui, la voiture blanche devant » demanda-t-il en enlevant ses chaussures. « L'infirmière, répondis-je, elle vient d'un cabinet libéral. » Il resta planté dans l'entrée. « Tu l'as déjà fait venir ?»« Oui. »« Sans moi ?» Je pliai soigneusement la feuille d'information qu'elle m'avait laissée. « Sans toi. » Il entra dans le salon, le regard encore plus dur que d'habitude. « Je croyais qu'on devait en parler ensemble, dit-il. Tu m'avais dit « on verra ». J'ai vu, répondis-je. J'ai décidé. Tu ne peux pas décider tout seul, papa. Tu n'es pas... Il s'interrompit juste avant de dire ce qu'il allait regretter. Je ne suis pas quoi, demandai-je calmement. Pas capable, pas lucide, pas adulte. Il se frotta le front avec la paume de la main. Ce n'est pas ce que je voulais dire, marmonna-t-il. C'est juste qu'il faut coordonner. C'est moi qu'on appelle quand il y a un problème. C'est moi qui gère tout. Je ne peux pas être mis devant le fait accompli. C'est justement ce que tu as fait hier, dis-je doucement. Tu m'as laissé au centre médical sans savoir ni comment j'allais rentrer, ni ce que le médecin allait dire. Tu m'as mis devant le fait accompli de ta fatigue. Il se raidit. C'était une erreur, lâcha-t-il. Je t'ai déjà dit que j'étais à bout. Je ne dis pas le contraire, je t'ai entendu, je t'ai vu, et j'ai agi en conséquence. Il eut un rire nerveux. En décidant d'effacer mon rôle. En décidant de ne plus l'imposer là où il te pèse, répondis-je. Tu as dit que je devenais un poids. Je t'ai entendu très clairement. Alors je me suis allégé. Il se laissa tomber sur le canapé, la tête dans ses mains. Je ne voulais pas dire ça, répéta-t-il, comme un mantra. J'étais énervé, stressé, j'ai débordé. On déborde rarement sur les gens dont on ne pense que du bien, répliquai-je doucement. Un silence épais s'abattit. Je le regardais. Mon fils, mon grand garçon, devenu un homme qu'on aurait envie de secouer, mais qu'on a surtout envie de sauver de lui-même. « Tu sais ce que m'a dit le médecin ?» demandai-je après un moment. « Quoi encore ?» grogna-t-il, fatigué d'avance. « Que la plupart des négligences envers les vieux ne sont pas violentes. Elles sont silencieuses. Fatigue, soupir, mots de trop, retard, oubli de rappeler. » Daniel se recroquevilla un peu plus. « Et alors ?» fit-il, à peine audible. « Et alors, repris-je, j'ai décidé de ne plus dépendre de quelqu'un qui est trop fatigué pour faire la différence entre un devoir et un fardeau. » Je le laissais digérer ces mots. Ils n'étaient pas méchants, ils étaient justes. « Tu vas faire quoi alors ?» souffla-t-il. « Me prendre en charge, répondis-je, avec mon assurance, avec les gens dont c'est le métier. » Il leva les yeux vers moi, rouge, perdu. « Et moi, je deviens quoi dans tout ça ?»« Tu redeviens ce que tu aurais toujours dû rester, dis-je, mon fils, pas mon aide-soignant à contre-cœur. » Le jeudi suivant, le docteur Lefebvre vint à la maison. Il arrivait avec un petit porte-documents noir, son stéthoscope autour du cou, un manteau un peu trop léger pour la saison. Il avait ce sourire poli de ceux qui savent qu'ils arrivent dans une maison où l'air est chargé. Daniel avait insisté pour être là. Il voulait comprendre ce qu'on manigançait dans son dos. Ses mots, pas les miens. Nous nous assîmes tous les trois autour de la table de la cuisine. Pour une fois, la nappe avait été changée. Daniel, nerveux, avait mis celle avec les carreaux rouges, acheté un été à Intermarché. « Bon, dit le docteur en sortant ses papiers, merci de me recevoir chez vous. L'idée aujourd'hui est de clarifier la situation médicale de votre père, d'organiser son suivi et de parler de ses directives à l'avance. » « Ces directives ?» répéta Daniel, méfiant. «
Oui, répondit calmement le médecin. Tout ce qui concerne ses souhaits en cas de problème sérieux. Hospitalisation, réanimation, maintien à domicile, entrée éventuelle en établissement spécialisé. Daniel fit une grimace. On en est déjà là ? On en est toujours là dès qu'on dépasse un certain âge, dit doucement le docteur. L'idée n'est pas d'annoncer la fin, c'est de la préparer dignement, qu'elle vienne dans 10 ans ou dans 1 an. Il se tourna vers moi. Monsieur Martin, vous m'avez déjà donné quelques indications au cabinet, mais je préfère que nous reprenions ici, au calme, avec votre fils, si vous êtes d'accord. Je hochai la tête. Allez-y. Il posa les feuilles devant moi. Vous m'avez dit, reprit-il, que vous souhaitiez avant tout éviter de devenir un objet de discorde dans cette maison, que vous ne vouliez pas être maintenu coûte que coûte dans un état de dépendance totale si vous n'avez plus votre lucidité, que vous préfériez être accueilli dans un lieu adapté plutôt que d'imposer à votre fils une charge qu'il ne se sent pas capable d'assumer. C'est toujours le cas ? Oui, répondis-je sans hésiter. Daniel me regardait comme si j'avais prononcé un blasphème. « Papa, tu peux pas dire ça comme ça, protesta-t-il. Ça sonne comme si tu voulais te débarrasser de toi-même. » Non, dis-je doucement. Je veux te débarrasser de l'obligation de me porter sans m'aimer assez bien. Ce n'est pas la même chose. Le docteur intervint, posant sa voix comme un coussin entre nous deux. Ce que votre père exprime, dit-il à Daniel, c'est une volonté d'autonomie. Il a la chance d'avoir une assurance qui lui permet de choisir. Beaucoup de familles se déchirent parce qu'elles n'ont pas cette possibilité. Là, il l'a, et il l'exerce. Daniel se tourna vers moi. Donc, tu préfères, quoi, aller dans un EHPAD ? Pas EHPAD, non, répondit le médecin. Son contrat prévoit des résidences autonomie médicalisées de bon niveau. Ce n'est pas la même chose que les maisons de retraite que vous avez en tête. Ce sont des appartements individuels avec service à la carte, présence infirmière, activités, transport. Comme une résidence senior ? Demanda Daniel dubitatif. Exactement, dit le docteur, et tout ça sans ruiner votre père. Je pris la parole. Tu te souviens, Daniel, quand je te disais que je mettais de l'argent de côté pour « plus tard » ? Oui, fit-il. Je croyais que c'était tes 3 sous de retraite. C'était aussi ça, dis-je, mais pas seulement. Quand j'ai quitté l'usine, ils m'ont proposé un plan de départ avec une prévoyance renforcée, une assurance pour la vieillesse en plus de ma retraite. Tout le monde n'y avait pas droit. On m'a dit « Vous verrez, à 80 ans, vous serez content ». J'ai signé sans vraiment y croire. Je fis glisser vers lui un autre dossier que j'avais préparé la veille, en y glissant quelques documents supplémentaires. Relevé de la mutuelle, courrier de l'assureur, liste d'établissements partenaires. Voilà ce qui me permet aujourd'hui de choisir autre chose que de finir comme un meuble dans ton salon. Il ouvrit le dossier, lut quelques lignes. Ses sourcils se haussèrent. Mais c'est... Il chercha ses mots. C'est énorme. C'est suffisant pour moi, dis-je, et pour mon projet. Ton projet ? Répéta-t-il, comme si c'était un gros mot. Je pris une respiration. C'était le moment. Oui, Daniel, mon projet. Parce que contrairement à ce que tu crois, ma vie ne s'est pas arrêtée le jour où je suis venu habiter chez toi. Je le regardais bien en face. Je veux partir vivre dans une résidence senior, à Lyon ou dans les environs. Un endroit où je puisse avoir mon propre studio, ma propre clé, où on me parlera comme à un adulte, pas comme à un colis à déposer à droite ou à gauche. Un endroit où les infirmières viennent parce que c'est leur métier, pas parce qu'elles culpabilisent. Il ferma le dossier, le regard perdu. « Tu veux partir d'ici » résuma-t-il. « Oui, à cause de moi, à cause de ce que nous sommes devenus, corrigeai-je, toi et moi. Et pour te donner une chance de redevenir simplement mon fils quand tu viendras me voir. » Le docteur ne disait plus rien. Il nous laissait cet espace, ce terrain miné à traverser à deux. Daniel resta silencieux longtemps. On entendait le frigo ronronner, une mobilette passer dehors, une voisine parler au chien dans le jardin. « Et c'est déjà décidé » demanda-t-il finalement, d'une voix plate. « J'ai posé des options, répondis-je, avec l'assureur, avec le docteur. Il y a une résidence à Sainte-Foy avec vue sur la Saône qui a l'air agréable, une autre à Caluire près d'un parc. On m'a proposé de visiter, sans moi évidemment. Je souris tristement. Tu peux venir si tu veux, je ne t'interdis pas de m'accompagner, mais ma décision, elle, ne dépendra pas de toi. » Il se leva brusquement, repoussa sa chaise qui grinça sur le carrelage. « J'ai l'air de quoi, moi, dans cette histoire » éclata-t-il. « Du fils ingrat qui parque son père, du connard qui crie dans une salle d'attente. Tu vas raconter ça à tout le monde ?»
Je n'ai personne à qui le raconter, à part toi, répondis-je calmement. Et peut-être le docteur, parfois. Il fit quelques pas, tourna en rond dans la cuisine, comme un lion dans une cage trop petite. « Je me suis occupé de toi, dit-il plus bas. Pendant 3 ans, j'ai fait ce que j'ai pu. Je ne dis pas le contraire, répondis-je, mais parfois ce qu'on peut ne suffit pas pour ne pas faire mal. » Il se retourna vers moi, les yeux brillants. « Tu me punis là ?» ?»« Non, dis-je, je nous sauve tous les deux. » Les jours qui suivirent furent étranges. On se parlait plus doucement, avec des précautions nouvelles, comme si chaque phrase risquait de casser quelque chose. Il y avait encore des pics parfois, des silences plus longs que d'habitude, mais aussi des moments où Daniel me regardait avec une attention que je ne lui avais pas vue depuis longtemps. Un samedi matin, l'assureur m'emmena visiter la résidence de Sainte-Foy, un grand bâtiment moderne, lumineux, avec des balcons remplis de fleurs. À l'entrée, une réceptionniste souriante, pas trop mielleuse. Un salon avec des fauteuils confortables, des livres, un piano. Un restaurant avec nappe blanche et menus affichés à l'ardoise, comme dans un petit bistrot. On me montra un studio, une pièce principale avec un coin lit, un coin salon, une kitchenette, une salle de bain adaptée. Vue sur la Saône, comme promis. Un petit balcon où l'on pouvait mettre 2 chaises, une table, un pot de basilic. « Ici, vous êtes chez vous, monsieur Martin, dit la directrice. Vous pouvez apporter vos meubles, vos tableaux. Vous avez une sonnette pour appeler en cas de souci, une infirmière la nuit, des animations pour ceux qui veulent, du calme pour ceux qui préfèrent. Et vous pouvez sortir à votre guise, bien sûr. » Je me tenais près de la fenêtre, regardant les collines en face, les toits rouges, le ruban de la rivière. « Et pour les visites, demandai-je. « Autant que vous voulez, répondit-elle. Vos proches peuvent venir déjeuner avec vous, vous chercher, vous ramener. On n'est pas une prison, on est un lieu de vie. Un lieu de vie. Voilà ce que je n'avais plus depuis un moment. J'avais un toit, une chambre, une assiette posée sur la table. Mais un lieu de vie, non. Sur le chemin du retour, dans la voiture de l'assureur, je regardais les rues défiler. « Je crois que c'est là que je veux finir mes jours, lui dis-je. » « Alors on s'en occupe, répondit-il. Votre contrat le permet largement. » Quand j'annonçai officiellement à Daniel que j'avais choisi la résidence de Sainte-Foy, il y eut d'abord un silence, un vrai, pas un silence rempli de reproches, un silence vide, comme une page blanche. « C'est quand, ton emménagement ?» finit-il par demander. « Dans 2 semaines, si tout va bien. » 2 semaines. Il fit le calcul dans sa tête. « Ça va vite ? » « À notre âge, tout va vite, répondis-je avec un sourire. On n'a plus le luxe de remettre au lendemain. » Il hocha la tête, lointain. « Tu vas... » il cherchait ses mots. « Tu vas me laisser la maison alors ?» Cette fois, c'est moi qui haussai les sourcils. « La maison a toujours été à toi, Daniel. C'est toi qui payes le crédit. » Il se gratta la nuque, gêné. « Oui, mais je veux dire, sans toi, ça va faire vide. » Un coin de ma bouche se releva. « Tu as dit quelque chose de vrai, enfin, tu t'en rends compte ?» Il eut un petit rire triste. « Oui, je crois. » Il s'assit à côté de moi. « Tu sais, dit-il, je n'ai jamais voulu que tu te sentes de trop, même quand je disais des conneries. J'ai juste été pris dans ma vie, dans mes peurs, dans mes factures. »« Je sais, répondis-je. Maman. » Il s'arrêta, avala sa salive. « Maman, elle aurait su gérer tout ça. Elle t'aurait protégé de ma fatigue. » Je posai ma main sur son bras. « Ta mère savait poser des limites, dis-je. Moi, j'ai mis du temps à comprendre que je devais en poser aussi, même avec toi, surtout avec toi. » Il leva les yeux vers moi, brillant. « Tu m'en veux ?» Je réfléchis. Vraiment, pas pour trouver une phrase jolie, mais pour trouver une phrase juste. « Non, répondis-je. Je te vois. Ce n'est pas la même chose. » Il lâcha un souffle qu'il retenait depuis trop longtemps. « J'ai eu peur que tu coupes les ponts, avoua-t-il, que tu partes là-bas et que tu m'effaces. Non, dis-je, je pars là-bas pour que, quand tu viennes parce que tu en as envie, pas parce que tu dois m'emmener à la prise de sang. » Il sourit, un sourire un peu tordu, un peu enfantin. « Et si j'ai besoin de te parler sans rendez-vous, tu auras mon numéro, dis-je, et mon balcon. Tu pourras venir boire un café. Je ne serai pas enfermé derrière une vitre d'EHPAD où il faut sonner et prendre un badge. » Il resta silencieux un moment. « Tu crois que... » Il hésita. « Tu crois que j'ai encore le droit de réparer un peu ?»« Tant que je respire, répondis-je, tu as le droit. » Les 2 semaines qui suivirent furent remplies de cartons, de souvenirs retrouvés, de décisions à prendre. Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on jette? Qu'est-ce qu'on donne?
Les vieux objets posent plus de questions que les jeunes. Je retrouvais dans une boîte en fer des dessins de Daniel enfant, une maison avec un toit rouge, un soleil en haut à gauche, 2 personnages tenant la main. Au-dessus, en lettres maladroites, papa et moi. Je mis la boîte dans le carton à emporter. Je retrouvais, au fond d'un classeur, les copies de virements que j'avais fait à Daniel quand il avait 25 ans, 30 ans, 35 ans, pour son premier appartement, pour sa voiture, pour un trou dans la trésorerie, pour une fois, mais c'est la dernière. Il y avait parfois un merci griffonné au stylo sur un coin de page. Souvent, il n'y avait rien. Je ne lui en voulais pas. J'avais donné parce que je pouvais. Je crois que j'espérais, sans me l'avouer, qu'il se souviendrait de tout ça quand ce serait à son tour de donner autrement. Mais la vie ne fonctionne pas par symétrie. On aime comme on peut, pas comme on devrait. Le jour du départ arriva. Un petit camion de déménagement loué pour l'occasion, 2 jeunes gars costauds envoyés par la société, une pluie fine d'octobre qui compliquait tout. Daniel avait pris sa journée, c'était déjà un effort. Il bourra les cartons dans le camion avec une vigueur mêlée de nervosité. « Fais attention à la commode » criai-je du pas de la porte. « C'est celle de tes grands-parents. »« Oui, oui, je sais » répondit-il, légèrement agacé, mais il fit quand même attention. Une fois le camion parti, ne restait plus dans la maison que quelques meubles, mes vêtements que je n'emmenais pas, et ce fameux placard de cuisine où j'avais rangé le dossier Kraft, désormais vide. Je me tournai vers Daniel. « Tu sais, dis-je, quand je vais partir, t'auras plus de place. Tu pourras réaménager, faire ce que tu veux de cette pièce. »« Arrête, marmonna-t-il, tu parles comme si tu mourrais demain. »« Je parle comme si j'avais encore un peu de temps, justement, répondis-je, et j'ai envie qu'il soit à moi. » Il souffla par le nez, se passant une main sur le visage. « Tu as raison, admit-il. Je me suis tellement focalisé sur ce que je perdais en liberté avec toi ici que je n'ai jamais réfléchi à ce que toi tu perdais en venant vivre chez moi. Je perdais mon dernier rôle de décisionnaire, dis-je. Je suis en train de le reprendre. » La résidence de Sainte-Foy m'accueillit un mardi après-midi. Il faisait un soleil clair, de ceux qui illuminent la pierre dorée des maisons et les feuilles encore vertes des platanes. On m'installa dans mon studio. Les déménageurs déposèrent la commode, le fauteuil où j'aimais lire, la petite table basse, mes livres, quelques cadres avec des photos. Du temps de ma femme, du temps de Daniel enfant, et même une photo de ses propres enfants, imprimée un Noël où il avait eu une poussée de sentimentalisme. La directrice me remit mes clés. « Voilà, monsieur Martin, ici c'est chez vous. La salle à manger est au rez-de-chaussée. Vous pouvez y descendre pour les repas ou manger ici. Il y a un atelier lecture le jeudi, des jeux de cartes le lundi et un monsieur qui vient jouer de l'accordéon un dimanche sur 2. J'eus un sourire. L'accordéon, je supporterai, plaisantai-je, tant qu'on ne me force pas à danser. Elle rit. On ne force plus personne à rien ici. Quand elle partit, je restai un moment debout au milieu de la pièce. Le silence n'était pas le même que chez Daniel. Là-bas, c'était un silence rempli de choses à ne pas dire. Ici, c'était un silence disponible, prêt à être rempli de ce que je choisirais. Je me dirigeais vers le balcon. Dehors, la Saône brillait doucement, comme une vieille écharpe de soie qu'on aurait posée au soleil. On entendait au loin un bus, quelques voitures, mais surtout les oiseaux dans les arbres en contrebas, et, plus près, les voix étouffées de 2 résidents qui discutaient sur le balcon voisin. Je m'assis. L'air était frais, mais pas trop, suffisamment pour me rappeler que j'étais encore vivant. Le soir, je descendis manger à la salle à manger. Des femmes surtout, quelques hommes. Tous plus vieux que ceux qu'on voit dans les publicités pour les résidences seniors, moins souriants que ces mannequins aux cheveux blancs parfaitement coiffés. Mais ils avaient ce regard que je connaissais, celui de ceux qui ont vu beaucoup, qui ont perdu beaucoup, mais qui continuent quand même à s'asseoir pour manger un potage. Une dame me fit signe de la rejoindre à sa table. « Vous êtes nouveau, vous » dit-elle. « Je m'appelle Lucienne, mais ici tout le monde m'appelle Lulu. » Je souris. « Henri. »« Bienvenue au club des vieux jeunes, Henri, » lança-t-elle. « Les vieux qui ont encore quelque chose dans la tête. Profitez, ça dure pas. » Je ris franchement pour la première fois depuis longtemps. Le samedi suivant, le téléphone de ma chambre sonna. Je savais déjà qui c'était avant même de décrocher. « Allô » fis-je. « Papa ?» La voix de Daniel. « Oui, on peut... » Une hésitation. « On peut venir te voir cet après-midi, avec les enfants ?»
Je regardais par la fenêtre. Le ciel était d'un bleu pâle, légèrement voilé. Un jour parfait pour ne rien faire. Ou pour commencer quelque chose. Bien sûr, répondis-je, venez pour le goûter. Il paraît qu'ils font de bons gâteaux au chocolat ici. Les enfants vont adorer, dit-il, soulagé. À tout à l'heure. Je raccrochais, le cœur un peu plus léger. Je passais 1 heure à ranger un peu le studio, à déplacer un cadre, à choisir quelle chemise mettre. Pas par coquetterie, par respect pour cette nouvelle vie que j'avais choisie. Et peut-être aussi, un peu, pour montrer à mes petits-enfants que leur grand-père n'était pas un vieil homme abandonné dans un coin, mais quelqu'un qui avait un chez lui, son fauteuil, son balcon, son monde. À 15 heures, on frappa à la porte. 2 coups, hésitants, puis un troisième plus énergique. J'ouvris. Les enfants me sautaient presque dessus. « Papy !» Je les pris dans mes bras du mieux que je pus, respirant l'odeur de shampoing bon marché, de bonbons, de cours de récréation. Derrière eux, Daniel se tenait, un peu en retrait, un sac en toile sur l'épaule. « Salut papa », dit-il. « Entrez », répondis-je. « Faites comme chez vous. Enfin, presque. » Les enfants se précipitèrent vers le balcon. « Waouh, papy, t'as une vue de ouf !» s'exclama le plus grand. Je levai un sourcil. « Une vue de quoi ?»« De ouf !» rigola-t-il. « Ça veut dire très bien. »« Ah, d'accord, je suis à la mode alors. »« T'as un ascenseur ?» ajouta la petite, fascinée. « Et des plantes partout. Tu vas rester longtemps ici ?» Je la regardai avec tendresse. « Autant que je me sentirai bien, répondis-je. Et vous pourrez venir quand vous voulez. » Daniel posa le sac sur la table. Il en sortit un sachet de viennoiserie d'une boulangerie du coin, une bouteille de jus de pomme et un petit cadre avec une photo. « C'est pour toi, » dit-il en me le tendant. Je pris le cadre. C'était une photo de moi, de lui et des enfants, prise un été à la mer en Bretagne. On y était allés une seule fois ensemble. J'étais assis dans un fauteuil de plage, les enfants sur mes genoux, Daniel debout derrière, les mains sur mes épaules. On riait tous les 4. Un vrai rire, pas celui qu'on fait pour les photos. « C'était à Saint-Malo, dis-je. »« Oui, répondit-il. Tu te souviens, t'avais insisté pour qu'on mange une crêpe dans chaque crêperie du port. Et tu t'étais plaint que c'était cher, rappelai-je en souriant. Il sourit aussi. Je me plains beaucoup, hein ? Un peu. Il inspira profondément. « Papa, dit-il, il faut que je te dise quelque chose. » Je posa le cadre, levai les yeux vers lui. « Je t'écoute. » Il passa une main dans ses cheveux, comme lorsqu'il était adolescent et qu'il devait m'avouer une bêtise. « Je t'ai fait du mal, dit-il simplement, en te parlant comme je l'ai fait, en te laissant au centre médical, en t'appelant un poids. » Le mot flotta un instant dans la pièce. Il n'avait plus tout à fait le même goût qu'au jour où il l'avait lancé. Il avait été dilué dans la réflexion, la culpabilité, le temps. « Je ne peux pas effacer ce que j'ai dit, » continua-t-il. « Mais je peux arrêter de faire comme si je n'avais rien dit. » Je sentis ma gorge se serrer. « Je veux venir te voir ici, » ajouta-t-il. « Pas parce que je dois surveiller ta tension ou regarder ton pilulier, juste parce que t'es mon père. Et que je ne veux pas que la dernière impression que tu gardes de moi, ce soit cette phrase-là, dans cette salle blanche. » Je pris quelques secondes, le temps de laisser la tristesse et la fierté se mélanger correctement avant de parler. « Tu sais, Daniel, dis-je, les mots blessent, oui, mais ils blessent surtout quand ils viennent confirmer ce qu'on commence à craindre tout seul dans son coin. » Il fronça les sourcils. « J'avais déjà peur d'être un poids, expliquai-je. Tu as juste mis un mot dessus. Ça m'a fait mal, mais ça m'a aussi réveillé. Sans ce mot-là, je serais peut-être encore assis sur une chaise de ta cuisine à attendre que tu aies le temps de m'emmener chez le médecin. » Je laissai un sourire venir doucement. « Alors, d'une certaine manière, tu m'as rendu service. » Il eut un rire étranglé. « Je suis content d'être utile pour quelque chose, dit-il, même si j'aurais préféré utiliser d'autres mots. » Les enfants revinrent du balcon. « Papy, tu peux descendre avec nous voir le jardin ?» demanda la petite. « Il y a une dame qui promène un chien trop mignon. » Je me levai avec l'aide de la table. « Bien sûr, répondis-je. Ici, je peux aller où je veux. C'est ça le luxe. » Nous descendîmes tous les 3 par l'ascenseur. Daniel suivait, les mains dans les poches. Dans le jardin, d'autres résidents se promenaient, certains avec leurs enfants ou petits-enfants, d'autres avec une canne ou un déambulateur, mais tous avec ce même mélange de fragilité et de dignité.
La petite courut vers le chien, le grand se mit à discuter avec un vieux monsieur qui lui racontait qu'il avait fait son service militaire à l'époque où ça existait encore. Je m'assis sur un banc, Daniel à côté de moi. « Tu regrettes ?» me demanda-t-il au bout d'un moment. « D'être parti de la maison ?» Je réfléchis. « Je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt, répondis-je. Pas pour fuir, pour me choisir. » Il hocha la tête, regardant les enfants jouer. « Moi, dit-il, je regrette de ne pas t'avoir choisi plus souvent, de t'avoir rangé dans la liste des choses à faire. Remplir la déclaration d'impôt, emmener papa au cardiologue, faire les courses. Tu étais un dossier, pas une personne. » Je posai ma main sur la sienne. « Il n'est pas trop tard, dis-je. Tant qu'on est assis là, sur ce banc, en train de regarder les mêmes enfants, on a encore du temps. » Il se tourna vers moi, les yeux brillants. « Tu m'en veux encore ?» Je souris doucement. « Je m'en voudrais surtout à moi-même si je gaspillais ce temps-là à ressasser, dis-je. Tu as dit une phrase terrible. J'ai fait un choix puissant. On est quitte. » Il laissa échapper un rire. « Tu as toujours le dernier mot, hein, papa ? » « C'est mon grand privilège de vieux, dis-je, mais tu peux t'arranger pour en avoir quelques-uns aussi, à condition qu'ils soient mieux choisis que tu es un poids. » Il hocha la tête, sourire timide. « J'en ai un, là, tout de suite, dit-il. Je t'écoute. » Il inspira profondément, puis dit simplement « Je suis fier de toi ». Je restai silencieux. Ce n'était pas un mot qu'il m'avait souvent offert, peut-être jamais de cette façon-là. « Je suis fier que tu aies prévu tout ça, continua-t-il. Fier que tu ne te sois pas laissé écraser. Fier que tu te sois choisi une fin de vie où tu ne te fais pas porter comme un sac. » Je sentis mes yeux piquer. « Tu arrives un peu tard pour ce genre de phrase, dis-je. »« Je sais, répondit-il, mais j'arrive quand même. » Je ris à travers mes larmes. « C'est vrai, tu as toujours eu un problème avec les horaires, me moquai-je doucement. Même enfant, tu arrivais en retard au dîner. » Il rit aussi. Nous restâmes un moment comme ça, sur ce banc, à regarder la vie qui continuait autour de nous. Les enfants jouaient, le chien aboyait, une infirmière passait avec un chariot de médicaments, un résident faisait des mots fléchés en marmonnant. Je pris une longue inspiration, remplis mes poumons de cet air-là. Ce n'était plus l'air d'une maison où je me sentais de trop, c'était l'air d'un endroit où j'avais choisi d'être. Vous savez, on dit parfois que les vieux sont des charges pour la société, pour leurs enfants, pour la sécu. On oublie de dire que ce sont aussi des gens qui ont construit des vies, payé des impôts, élevé des enfants, supporté des patrons odieux, traversé des deuils, encaissé des guerres, des crises, des licenciements. Un poids ne marche pas tout seul jusqu'au cabinet d'un médecin pour lui montrer son assurance. Un poids ne signe pas des directives en toute lucidité. Un poids ne prend pas la décision de partir pour ne pas abîmer ceux qu'il aime. Ce jour-là, assis sur ce banc, j'ai compris quelque chose de très simple. Ce n'était pas moi le poids, c'était le mot. Et j'ai décidé de le laisser là, dans cette salle d'attente où il avait été prononcé, comme un vieux manteau qu'on abandonne sur une chaise. Moi, j'ai gardé le reste, ma fierté, mes souvenirs, mes choix et la possibilité de regarder mon fils en face sans courber l'échine. À mon âge, la liberté ne fait pas de bruit. Elle ressemble à une porte qu'on ferme doucement derrière soi et à une autre que l'on ouvre sur un balcon avec vue sur la Saône. Et quand mon fils vient me voir maintenant, il ne vient plus déposer un poids, il vient rendre visite à son père. Et ça, croyez-moi, ça vaut toutes les assurances du monde.